Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Médias Croisés. Sorti largement vainqueur de l'élection présidentielle du 17 avril, le président Abdelaziz Bouteflika a prêté serment le 28 avril, inaugurant ainsi son 4e mandat. Le jour même, il nomme M. Abdelmalek Sellel Premier ministre. Après une semaine d'attente et un temps interminable de spéculation et de consultation, le verdict tombe. L'équipe de Sellel est connue. Des partants, des restants, des arrivants, mais surtout un exécutif nouvellement installé et qui aura très fort à faire pour traduire sur le terrain le programme du prochain quinquennat. Voilà en gros ce qui a marqué l'actualité nationale de cette semaine et c'est surtout autour de cela que nous parlerons ce soir avec nos invités, Monsieur Kamel Menassri, du Jeune Indépendant, directeur de la publication de la rédaction du Jeune Indépendant, et M. Karim Kébir, journaliste à Liberté. Bonsoir. Bonsoir. Donc ce nouveau gouvernement, des surprises, comme je viens de le dire, des partants, des arrivants, il y a ceux qui sont partis, il y a 12 ministres qui sont partis, donc par conséquent 12 ministres qui sont arrivés, une équipe jeune, une équipe de technocrates, comme M. Abdelmalek Sellel qui donne l'exemple, qui n'a aucune appartenance partisane. Donc comment vous voyez un petit peu ce nouveau gouvernement ? Bonsoir. Bonsoir. Je crois, à mon avis, que la composante du nouvel exécutif a été le fruit, enfin, d'apparence, a été le fruit de négociations parce qu'on avait parlé avant d'un gouvernement d'union nationale. Donc, ils ont essayé, cela avait tenté d'essayer de convaincre certains partis d'opposition, notamment le FFS, le Parti des travailleurs. Il y avait le MSP aussi qui avait parlé, qu'il avait eu des pressions, en tout cas pour essayer d'intégrer le gouvernement. Donc finalement, après quelques jours, donc, on a eu une équipe dont la caractéristique, comme vous l'avez si bien dit, est essentiellement constituée de technocrates. Il y a aussi, la remarque qu'il faut faire aussi, c'est quand même la présence d'un nombre important de femmes. Une première, à mon avis, je ne sais pas, dans le monde arabe. Il y a 7 femmes dans ce nouveau exactement. Et je pense que le président Bouteflika a essayé un peu de donner l'image quand même d'un gouvernement ouvert, d'un gouvernement qui mise un peu sur la modernité. Et puis ça fait partie aussi de ses promesses de mettre en pratique la fameuse loi qu'ils ont votée dans la foulée des réformes, qui est la présence des femmes dans les assemblées élues. D'autre part, on a constaté qu'il y a certains secteurs qui ont été en proie à des crises. Je pense notamment à l'éducation. Donc rapidement, c'est quelqu'un qui n'a pas. C'est une femme qui a été nommée à qui n'a pas passé longtemps. Il y a aussi le secteur de la communication. On a vu M. Msahel qui n'a pas trop duré. Donc c'était vraiment un passage éphémère. Donc dans une certaine mesure, c'est un gouvernement. On a l'impression que c'est un gouvernement qui a été constitué après de fortes tractations, mais aussi il y a l'absence de politique. On n'a pas beaucoup de partis au sein de ce gouvernement. C'était le but. Même le FLN, il a perdu en termes de nombre de ministres. Donc, nous avons l'impression qu'ils ont fini par céder sous l'urgence parce qu'il faut qu'ils se remettent au travail. Il y a des chantiers qui sont urgents, notamment la préparation de l'examen du bac. Et puis il y a la préparation du mois de Ramadan, oui. Quand on sait ce que doit mobiliser quand même le gouvernement, comment il doit s'investir. Voilà. Et puis il y a le chantier de la révision constitutionnelle qui est prioritaire. Enfin, même le président l'a rappelé dans son dernier discours. Donc ce gouvernement, à mon avis, il a une connotation technocratique uniquement pour que les gens ne disent pas que demain, cette révision de la Constitution n'est pas le fruit d'une pression d'un parti politique, notamment le FLN, ou d'avoir cédé à cette orientation, mais plutôt, ça sera le fruit d'une équipe qui va mettre en place peut-être une commission, peut-être nous ne savons pas comment ils vont préparer cette révision, mais c'est une révision qui sera le fruit d'une équipe, mais qui n'est pas très marquée politiquement. Justement, M. Messari, ce gouvernement, des surprises. Pour moi, c'est un gouvernement. Nous sommes face à une situation inédite. C'est pour la première fois depuis décembre 1999
qu'on se retrouve face à un gouvernement, un cabinet qui n'est pas issu d'une majorité parlementaire, qui n'est pas l'émanation et l'extraction de partis politiques. Je ne pense pas que ce soit un gouvernement issu de tractation. Au contraire, l'absence de partis politiques au sein du gouvernement nous donne à penser qu'il n'y a pas eu de tractation véritable, parce que les tractations déboucheront inéluctablement sur un cabinet Peut-être qu'il y en a multiforme. eu, mais ça n'a pas abouti. Oui, mais... Parce qu'il peut y avoir des tractations. les tractations, je ne pense pas qu'il n'y a eu, parce que ça s'est produit très vite. C'était moins d'une semaine. Il a mis en place son gouvernement moins d'une semaine. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une situation inédite. Nous avons affaire à un gouvernement dont la composante est issue essentiellement de cadres de fonctionnaires, de commis de l'État. Par exemple, nous avons affaire pour la première fois, oui, 6 Wali au gouvernement. C'est une situation aussi inédite. Nous avons 24 ministres qui ne sont pas partisans. C'est une situation inédite. Et la situation aussi nouvelle, c'est le fait que la majorité parlementaire, nous savons tous qu'un parlement, un gouvernement est l'extraction d'un parlement, d'une assemblée mais actuellement, comme vous l'avez dit, ce gouvernement est fait pour une période de transition. Il a le rôle de transition parce que le grand chantier mais qui ne sera pas dans l'agenda du gouvernement parce qu'il est confié à une autre personne, une autre personnalité, c'est la Constitution. Maintenant, à ce moment-là, le président de la République avait parlé d'une réforme de la Constitution avant la fin de l'année. Il l'avait signifié lors de la campagne électorale. Donc, c'est le grand chantier qui attend la classe politique entière et surtout tous les acteurs politiques, y compris ceux qui sont dans le gouvernement ou à l'extérieur du gouvernement. Bien évidemment, il y a des dossiers urgents, comme celui du logement, il faut le finir. On a maintenu Taboun parce que la question du logement en Algérie est le moyen de brasser le maximum de contentement. Donc il fallait continuer avec le même ministre. Nous avons des postes clés qui reviennent qui sont très importants, comme celui des affaires étrangères. On a maintenu la même personne, M. Lamamra, parce qu'il y a des dossiers qui sont très urgents et en plus Lamamra a fait preuve quand même d'une bonne, d'une bonne gestion des dossiers qui sont en cours. Voilà globalement le premier constat qu'on pourrait avoir, mais ceci dit, c'est un gouvernement inédit dans sa composante et surtout par le fait que probablement, comme pourraient dire certains observateurs, c'est un gouvernement sandwich de transition qui aura pour mission jusqu'à probablement la fin de l'année de gérer les affaires courantes. Au-delà de cela, il y aura probablement le véritable gouvernement, comme ça s'est fait le cas en 2008, lorsqu'on a modifié la Constitution, il y a eu un gouvernement issu de cette réforme. Mais justement, là vous me parlez de transition, c'est un terme qui revient un peu très souvent ces derniers temps. Que veut-on dire exactement par ce terme de transition? Non, mais la transition, elle a déjà été dictée par le président de la République. Exactement. Il a dit que ce sera... on va avoir une réforme de la Constitution parce que c'est le grand débat de la classe politique. Tout le monde l'attend sur ce dossier. C'est-à-dire que la grande problématique face à laquelle la classe politique a eu affaire et la société civile, c'était ce 4e mandat qui est issu d'une Constitution faite en 2008, contestée aujourd'hui. Contestée sur le plan de sa teneur et en plus, surtout, s'agissant du mandat. Maintenant, il avait promis qu'il allait le faire avant la fin de l'année. Donc nous sommes au mois de mai, il reste 6 mois, donc c'est forcément un gouvernement de transition. C'est-à-dire qu'il a une étape très courte. L'été, ça ne sera pas possible de faire grand-chose. Le Ramadan n'est pas forcément un grand événement qui pourrait, probablement sur le plan social, intéresser le gouvernement ou bien prendre le maximum d'efforts du gouvernement. Il y a le plus urgent, comme je dis, la continuité, régler les problèmes courants, soit sur le plan interne, c'est comme s'agissant du problème de logement, probablement quelques conflits sociaux, mais globalement le bac pour la nouvelle Madame Ben Gabrit, qui s'occupe du portefeuille de l'éducation. Sinon les autres, ça sera franchement
poursuivre les affaires courantes, à l'exception peut-être de M. Hamid Green, qui aura quelques dossiers un petit peu chauds qui l'attendent sur la table. On y reviendra, M. Ham, pour le nouveau ministre de la Communication que nous connaissons très bien, qui était déjà dans un secteur assez sensible. Donc nous y reviendrons, mais justement pour parler de ce nouveau gouvernement, les 35 ministres qui sont dans l'exécutif, ça ne sera pas de tout repos. Ils ont beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de dossiers, surtout un programme à appliquer qui est celui du président de la République. Ils sont là pour appliquer un programme, n'est-ce pas? Mais bien sûr, c'est normal qu'ils sont là pour travailler. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des dossiers qui sont... poursuite de réforme. Il y a des dossiers qui sont urgents. C'est essentiellement la préparation du bac qui arrive. C'est pour bientôt. Et quand on connaît quand même, c'est un sujet qui est très sensible chez les familles algériennes. Ça demande beaucoup d'investissement de la part du gouvernement parce qu'on avait vécu déjà des scandales il y a quelques années. Et puis vous avez aussi le ramadan qui, avec la spéculation, avec le pouvoir d'achat quand même qui est en dégringolade. Donc le gouvernement est appelé quand même à prendre des mesures pour réguler le marché. C'était pas l'avis de M. Moussali. Et je pense que c'est ce qui a coûté la place aussi au ministre du Commerce, Ben Bada. Au-delà peut-être des considérations politiques, mais c'est beaucoup plus à cause de ça. La lutte contre l'informel. Exactement, la lutte contre l'informel. Et que lorsqu'on connaît quand même qu'à l'approche de Ramadan, à chaque fois, comme disait l'autre, c'est les prix des produits, ils prennent l'ascenseur. Donc ça devient vraiment urgent pour le gouvernement de prendre des mesures dans l'immédiat. Et puis, bien sûr, je vous dis, pour la révision de la Constitution, j'ai l'impression qu'on a le souci de ne pas laisser aux autres partis de dire comme quoi ce gouvernement est très marqué politiquement, donc voilà une Constitution qu'on va soumettre aux autres. Donc c'est une façon de dire comme quoi c'est un gouvernement qui est plus ou moins neutre, qui va élaborer... La majorité sont des technocrates, on le rappelle. Et voilà. Donc justement, comment on explique ce refus de l'opposition de participer à l'opposition? C'est une tradition en Algérie, l'opposition ne participe pas... Je crois que pour la circonstance, la réponse coule de source du moment que, tel que l'avait dit Mme Louisa Hennoun, que du moment que c'est un... Et y compris Menasra, donc tant que c'est un gouvernement, et y compris aussi M. Abdelaziz Blaid, lorsqu'il s'agit, quand ils savent pertinemment que c'est un gouvernement de transition. Donc il est là jusqu'à la réforme de la Constitution. Parce que la grande bataille, les grands débats vont commencer à ce moment-là, lorsque le président ouvrira le chantier de la réforme de la Constitution. C'est là que, parce que ça sera le véritable enjeu, ça sera le véritable challenge pour tout le monde, ça sera le véritable rendez-vous pour faire des propositions. Donc pour la classe politique actuelle, je parle du cas d'espèce actuel. Ce qui nous concerne, c'est-à-dire ce gouvernement, ils n'ont pas participé parce que, sachant pertinemment que c'est un gouvernement de courte durée. Et effectivement, parce que ce qui l'intéresse actuellement, les partis politiques, c'est la pré-constitution ou bien le fondement même de la loi fondamentale. Donc c'est pour ça ce n'est pas une tradition cette tradition concerne, je crois, 2 ou 3 partis. Mais si vous revenez à décembre 1999, nous avons eu pour la première fois un gouvernement baptisé tout à l'heure, un gouvernement mosaïque, qui a regroupé tous ceux qui étaient forcément... C'est la première fois, je pense. Contre la participation du gouvernement et siéger avec ceux qui sont opposés, je parle du RCD. Ils ont fini par se retirer, je me souviens bien. Pardon ? Après, ils ont fini par se retirer du gouvernement, en 99. Non, mais les ministres sont restés, Khalida Toumi est restée. Mais elle a changé de casquette politique. Après. Bien évidemment, elle a changé. Pas dans les mêmes partis. C'est-à-dire qu'à la rigueur, l'incident, ils n'ont pas... Le problème était la grève de 2001. Oui. C'est la question de la Kabylie qui a fait retirer. Ce n'est pas le programme en lui-même, ce n'est pas l'idée en lui-même, c'est parce qu'il y a eu un incident qui a fait chambouler toute la stratégie du RCD qui avait maintenant, actuellement, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Nous sommes dans un cas de figure de, comme je l'ai dit, un gouvernement de courte durée. Donc participer à un gouvernement puis se retirer pour 3, 4 mois, 6 mois, ce n'est pas intéressant pour les partis qui ont des programmes. Et en plus, il faut attendre parce qu'après, une fois la nouvelle constitution adoptée, il va y avoir des législatives forcément. C'est à ce moment-là que le véritable gouvernement apparaîtra. Il sera l'extraction du Parlement.
Justement, on va regarder. Au-delà de ça, au-delà du fait que c'est vrai que pour certains, en tout cas pour certains partis, parce que si vous prenez en compte les petits partis qui ont soutenu les présidents, ils auraient bien entendu souhaité être à l'intérieur. Donc parfois c'est des questions de pouvoir, c'est des ambitions. Donc il y a certains qui auraient aimé figurer dans le gouvernement. Mais pour les gens qui ont refusé, au-delà du fait que c'est vrai parce qu'ils savent pertinemment que c'est un gouvernement de quelques mois et ça va chambouler. C'est révélateur tout de même qu'il y a une crise de confiance. C'est qu'aujourd'hui, il y a une grave crise de confiance entre les autorités et la population, entre le personnel politique et la population. Donc, ils se regardent comme des chiens de faïence. Et puis, il y a aussi la différence d'approche sur la question de la transition. Tout le monde parle de la transition, mais chacun a sa propre conception de la transition. La transition, c'est pour ça que vous prenez l'opposition aujourd'hui, elle vous dit qu'il faut qu'il y ait un dialogue, qu'on élabore une constitution et on change pratiquement toutes les institutions, c'est-à-dire c'est remettre tout à zéro. Or, dans le discours des autorités, même au sein des autorités, nous avons relevé quand même qu'il y a quelques petites contradictions. C'est qu'on n'est pas tout à fait d'accord entre un Ouihia qui a dit pendant un meeting de campagne qu'on a déjà vécu la transition, et Belkhadem qui vous dit qu'il faut ce mandat, c'est celui de la transition. Donc chacun réellement a son approche, comment cette transition doit se faire. Ça, je pense que parce que chacun d'entre eux obéit à leur parti, au programme du parti, parce qu'on a Belkhadem qui reste FLN, nous avons Yahya qui est du RND. Oui, mais c'est normal, ils font de la politique, ça c'est évident. Mais aussi, ils ont une divergence dans l'approche de sortie de crise, parce que pour les gens, pour l'opposition, ils vous disent que les autorités ne souhaitent que faire des restructurations à l'intérieur du régime. Où est la crise? Pourquoi on parle de crise? Non, il y a une crise quand même. Quand je dis elle est crise sur le niveau des institutions, oui. Ce n'est pas une crise qui est... C'est la coupure avec les citoyens, moi, c'est tout ce que je vois comme crise pour le moment. Laissez-moi vous expliquer la chose, c'est que il y a des approches qui ont été faites par d'autres qui ne sont pas partisans, tels que M. Mouloud Habrouch. Il a une proposition de sondage qui inclurait l'armée. Ça, c'est une vision, c'est une approche. Il demande à ce qu'il y ait une transition, une étape de transition qui conduirait à la refondation des institutions. Pourquoi je parle des institutions? Il y a une crise au niveau des institutions. Elle existe pas au niveau entre hommes, mais dans les mécanismes de gestion des affaires de l'État et des affaires publiques. La situation qui a prévalu avant les élections, pendant 2 ans, elle est telle que les institutions fonctionner parce que la Constitution actuelle, elle est calquée sur la personne du président de la République. Vous savez que l'article 79, par exemple, oblige le chef du gouvernement ou le gouvernement issu d'une élection d'appliquer le programme du président. Mais le président est absent. Pas de conseil de ministres. Il n'y a pas de conseil de ministres. Vous savez l'incidence que peut avoir le non-tenu d'un conseil de ministres. C'est vraiment énorme. Mais il y a eu des conseils de gouvernement. Non, le Conseil des ministres, c'est le plus important parce qu'il y a des décrets qui ne doivent être saisis que par le président de la République. Vous savez, la question de l'OMC, elle est bloquée, par exemple, à cause de ça. qu'il a légiféré entre les 2 sessions. Oui, ça c'est autre chose. Ça c'est un détail, c'est ce qu'on appelle les procédures de gestion courante. Mais lorsque la Constitution vous donne les mécanismes de gérer l'État, donc il faudrait les mettre en place ou bien les appliquer. Mais lorsqu'il y a un empêchement de taille, donc il faut revoir. Donc il faut revoir les mécanismes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut remettre en cause la fonction des institutions, mais ce qui fait les institutions, qui est la Constitution. Donc il faut revenir à la Constitution. C'est pour ça que l'opposition, quand on dit l'opposition, c'est différent. Maintenant, on a 2 blocs distincts qui apparaissent, qui émergent. Ceux qui prônent une refondation totale de l'institution en allant vers une constituante qui remettrait sur les rails l'idée d'une assemblée constituante, une fondation, d'autres bien. Mais comme on sait que le vainqueur, c'est lui qui fait la loi, c'est un principe universel et historique, c'est que Bouteflika, maintenant, c'est à lui de proposer. Maintenant, tout dépendra de la réaction de l'opposition. Il va soumettre à débat son texte. Oui. C'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça se passe. Et on peut l'accepter comme on peut le refuser. Il y a eu une tentative qui a été faite par Zeroual en 1996 pour la Constitution, pour remettre en cause celle de 1989. Il a quand même réussi. Je ne dis pas que c'est... Je parle en termes de mécanisme. C'est le fait d'avoir attiré
le maximum Il a fait le dialogue de classes national, politiques oui. pour aller vers une constitution qui soit acceptable par tous, Consensuelle. bien qu'on pour lui reprocher beaucoup de choses à cette constitution. Bien évidemment, il y a eu celle de 2008, mais qui a consacré un fait nouveau et un fait probablement, un fait contesté, c'est celui des mandats. Maintenant, il faut aller vers une nouvelle constitution et c'est le rôle de l'opposition, de la classe politique, d'aller vers ce débat, d'aller vers cette démarche-là, que ce soit en parallèle avec la suite propose le président de la République. Sinon, ils peuvent faire leur propre proposition et arriver à une solution médiane. Parce que, qu'est-ce qu'elle a dit, Bouteflika? Il a parlé de consensus. C'est d'arriver à une constitution, une loi fondamentale de consensus. C'est ce consensus-là qu'il faut, je pense, vers lequel aboutir d'ici avant la fin de l'année. Je crois que, en tout cas au niveau de l'opposition, même il y a beaucoup d'initiatives, en tout cas il n'y a pas uniquement que la coordination, ils lancent le message comme quoi qu'ils sont disposés à travailler avec le pouvoir. Ils le disent, c'est-à-dire à discuter. Mais après, lancé, je les vois mal. Mais après, justement, c'est les mécanismes. Je ne sais pas comment ça a été fait. Est-ce que c'est des invitations personnelles? Parce que, à mon avis, ils doivent discuter sur une feuille de route. C'est là aussi un débat qui va être lancé. Où il y a les divergences entre l'opposition et les autorités. C'est à ce niveau-là. Mais tous aujourd'hui sont convaincus que personne ne peut faire sortir le pays de la crise seul. Donc ça doit être un travail en commun, ça doit être un travail consensuel. Dans son discours d'investiture, le président Bouteflika l'avait précisé. Il le dit, l'opposition le dit, mais nous ne savons pas à ce jour comment ça va se faire. Ça, c'est une question ça sera une question de table. Il faut se mettre autour d'une table et en parler. Sinon, bien sûr, tout le monde ira vers. Vous savez, une constitution n'est pas faite que par les partis politiques, donc c'est toute la classe politique, bien sûr. Il y a des personnalités, la société civile, tout le monde peut participer. On a eu un projet de constitution qui a été initié en 2001. La commission elle était en charge, mais elle a abouti à la constitution que nous savons. Mais en réalité, la prochaine étape, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette question, il faut régler les problèmes des institutions, il faut régler les problèmes des prérogatives, il faut régler les problèmes des compétences. Donc c'est ça. Donc si le président est responsable d'une institution, le Parlement doit être responsable d'une institution, l'exécutif aussi, il faut délimiter cet espace-là, délimiter les prérogatives et arriver vers une constitution qui évacuerait les crises qu'on a eues, c'est-à-dire les tensions qu'on a eues jusqu'à présent. Parce qu'on ne peut pas parler d'une constitution de réforme si on ne s'est pas rendu compte que ça pose problème. Oui. Bien sûr. Justement, nous allons regarder ensemble les unes de la presse de cette semaine, quelques journaux. Voilà, nous avons regardé ensemble les unes des journaux de cette semaine, donc tous sont axés sur ce nouveau gouvernement. Justement pour parler du traitement de l'information, vous savez, avant on attendait le fil APS, que la dépêche tombe, voilà le nouveau gouvernement. Là l'information elle est sortie bien avant dans la matinée, c'était le lundi, le nouveau gouvernement. Et dans la matinée déjà, il y avait des chaînes de télévision privées, il y avait des sites d'information qui ont donné des noms, qui sont avérés être une information vérifiée. Donc comment on voit un petit peu cette information, le traitement de l'information, est-ce que ça a changé? Avant, on attendait l'APS. Avant, il y avait des spéculations autour des noms, ça et là, mais après, on attendait la dépêche APS pour confirmer. Mais là, les noms ont été donnés, la liste a été rendue publique, entre guillemets, bien avant l'annonce officielle. Oui, l'information, on ne peut plus la retenir, mais lorsque l'information est tombée, elle était incomplète. On n'avait pas eu toute la liste parce que tout le monde se posait, il y avait des postes qui manquaient. Et on était sûr l'information était concernée quelques ministères parce qu'il y a eu des fuites, c'est tout. Il faut le dire, il y a eu des fuites. Quand on obtient l'information, parce qu'on a un accès à l'information grâce aux fuites. Pas pour autre chose. Un ministre qui est élu, qui est désigné, il appelle ses amis, il leur dit ça. Maintenant, l'APS, c'est son rôle. L'APS, c'est une agence d'information nationale. C'est
elle reproduit intégralement le communiqué du officiel, bien officiel, sûr. bien évidemment. Bien sûr. On ne va pas parler pour... Ce n'est pas une question de course. C'est-à-dire que maintenant, bien évidemment, on peut avoir l'information rapidement grâce aux technologies nouvelles, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux aux réseaux applications sociaux Oui, bien sûr. qui ont Bien un sûr. impact Et extraordinaire. bien sûr, les nouveaux sites d'information, ils sont parce que c'est la rapidité c'est de le la- propre même d'un site d'information, c'est d'avoir l'information le premier. C'est ça. Donc, pour juste illustrer, pour dire, maintenant l'information, on ne peut pas la retenir. C'est vrai que l'information était incomplète, c'est vrai qu'il y a eu des fuites. Mais c'est ça l'information. Mais la majorité des S'il n'y a noms pas de qui ont fuite, on été peut faire donnés par étaient l'information. Voilà, exactement. s'avéraient C'est être de bonne vrais. guerre, c'est de bonne guerre. Non, mais C'est de bonne guerre. c'est dans le fonctionnement normal du journalisme. À C'est mon de avis, bon. les journalistes ont leurs sources. Bon, il y a, On il y dit a souvent certains... que le souci majeur d'une rédaction, c'est la rédaction d'à côté. Donc, c'est la course à Exactement. l'information. Voilà, donc il y a des journalistes qui ont leurs sources, qui connaissent des ministres. Donc, quand un ministre est au courant, il appelle forcément ses amis journalistes, donc il les informe. Mais l'agence, comme l'agence officielle, c'est pas une agence qui est dans la logique de la course ou de la concurrence, mais beaucoup plus pour donner une information vraie, Vérifiée. crédible et qui est Sourcée, reprise par crédible. tous les journaux. Elle a ses abonnés, donc elle doit leur fournir une information complète. Donc ils Non, mais attendent... c'était pas, moi je ne parlais pas de à l'APS, ce c'est clair, que- le rôle de l'APS est connu de tous. Mais moi, ce que je voulais savoir, Oui, oui, c'était le fait que l'information, ça y est, maintenant, n'est pas la il y a première fois, plus, c'est- il y a plus rapide maintenant Mais c'est dans pas la même la- journée, c'est parce pas- qu'avant, on c'est- attendait là, on c'est a les pas la chaînes pro- privées, c'est pas la première on fois. a les réseaux sociaux, là, c'est- l'information, elle va avec une rapidité Oui, mais extraordinaire. mais c'est pas la première fois. Ça s'est produit Mais en avant, c'était dans des 2012. journaux. Non, ça s'est produit en 2009 dans les réseaux sociaux, ça s'est produit en 2012 aussi. Le gouvernement, oui, il y a 1 et 2, 3 et 4, c'est la même chose. Le gouvernement, c'est la 2 et 3. Il y a eu des fuites, donc on était au courant avant même que l'APS ne donne la liste. Après les élections, après la réforme de la Constitution, il y a eu un nouveau gouvernement, pratiquement était le même, mais c'était la même chose. Donc les réseaux sociaux sont présents, non pas comme depuis d'aujourd'hui, depuis une semaine, 10 jours, mais depuis longtemps. Maintenant, il faut s'habituer, il faut se faire avec cette nouvelle environnement. Le fait que l'information peut provenir, mais attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le piège, parce que c'est donné en premier que c'est forcément vrai. Exactement. Donc il faut toujours recouper, vérifier l'information, trouver d'autres sources pour confirmer et faire des recoupements. Bien évidemment, dans ce cas qui nous concerne, la course au scoop, la course à la primauté, fait en sorte à ce que... C'est l'essence même de l'existence Voilà, du mais journalisme, ce n'est bien pas... sûr. Je trouve qu'on doit s'habituer à ça, Oui. trouver ça normal. Mais justement, en parlant du secteur de l'information et de la communication, nous avons un nouveau ministre qui paraît très bien connaître les rédactions parce qu'il était directeur de la communication dans un opérateur de téléphonie mobile. Et donc, comment vous percevez un petit peu l'arrivée de M. Hamid Guérine à la tête du ministère de la Communication? Une surprise. Beaucoup de surpris. Oui, bon, enfin, une On surprise. s'y attendait pas. Oui, un peu moins, mais en tout cas, c'est l'arrivée de quelqu'un quand même qui connaît le secteur. Très bien le secteur, il maîtrise. C'est pas un inconnu. De l'intérieur comme de l'extérieur, Voilà, je dirais. il a beaucoup de relations dans les médias, dans les journaux. Donc c'est quelqu'un qui est pratiquement dans le circuit. Lui-même, il était journaliste. Il a écrit. Al-Mujahid, il a écrit. Bon, il arrive à un moment tout de même un moment charnière où le paysage médiatique est en train d'être chamboulé à travers l'arrivée des nouvelles chaînes de télé, l'ouverture à l'audiovisuel et tout. Donc quand même, il a beaucoup de pain sur la planche. Bon, mais c'est vrai qu'il ne faut pas maintenant juger avant de le voir à l'œuvre. Donc on va attendre et le juger sur pièce. Je pense que le ministère de la Communication, quand même, c'est le département qui a consommé le plus de Oui, c'est un ministres. secteur très sensible. Ça a toujours été le cas. C'est un collègue, un confrère qui prend les commandes de la communication. Il n'est pas le premier, donc il y a eu avant lui Mohamed Serid qui était de la même Saïd disait qu'il était journaliste. On a eu Azdine Mihoubi et bien d'autres qui étaient des journalistes issus du métier. On a eu Hamad Wahab Chawki aussi Oui, à l'époque. issus du métier, donc il n'est pas le premier. C'est une surprise. Moi, je trouve que ça serait
ce serait au contraire, ça serait bien d'extraire quelqu'un du secteur qui connaît le secteur, parce qu'il a le double, sûr. Hamid Guelleh, il a le double regard, celui d'avoir été lui-même journaliste. Il connaissait les pressions qu'il subissait, les contraintes du travail d'un journaliste, il comprend mieux la mentalité d'un journaliste. Et en même temps, l'autre regard, c'est d'avoir lui-même eu affaire à la presse. Donc c'est cette double casquette qu'il a eue, qui pourrait probablement lui faire comprendre et lui faire... c'est-à-dire, non, oui, pas simplement les gens, mais comment c'est-à-dire l'attitude à avoir avec ses confrères parce qu'après tout, s'il restera toujours un confrère, même quand il quittera le gouvernement, il restera un confrère. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est-à-dire que M. Green arrive à un moment, comme il a le soutenu Karim, c'est qu'il arrive à un moment où il a il a des dossiers à la table qui l'attendent, il l'a dit hier. Donc, il a le statut des journalistes qui doit encore... Qui dure. Il a la carte de presse. Ouais. Et en plus, le grand défi, c'est la loi sur l'audiovisuel, la mise en application de cette loi, les textes d'application. C'est-à-dire qu'il doit aussi voir comment ça se passe au niveau des chaînes de télévision, comment accompagner les chaînes de télévision, que ce soit à son niveau de son département, sinon par les autres mécanismes. C'est-à-dire, quand je dis au niveau de son département, je parle des accréditations. Et l'autre chose, c'est... comment dirais-je, c'est l'autorité de régulation, c'est-à-dire exactement les instances de régulation. Les instances de régulation qui tardent à être installées. De l'audiovisuel. Voilà, donc il a tout ça. Je ne sais pas s'il aura le temps. Moi, je lui souhaite. Je sais qu'il aura beaucoup de travail. Je lui souhaite bonne chance. C'est pas du gâteau. Il a en face de lui des gens qui vont le juger, parce que la presse, parce que le journaliste, il juge plus que, bien sûr, le journaliste, il est là, il attend, mais en même temps, il est en embuscade. Il lui donnera le temps, mais ils seront tous en embuscade dans la mesure où, comme ses prédécesseurs, ils le jugeront sur les faits, bien sur sûr. les actes. C'est un secteur évidemment. très sensible. Et comme l'a dit Siham tout à l'heure, c'est un secteur qui a consommé quand même près d'une quinzaine de ministres. Donc le Hamid Green, il arrive quand même dans un secteur quand même qui nécessite beaucoup d'imagination, beaucoup de trésors d'énergie pour mettre de l'ordre, parce qu'il faut dire quand même que ça part dans tous les sens actuellement, le secteur de la communication. Et puis aussi, il doit gérer le portefeuille, la publicité qui est devenue un enjeu où beaucoup se plaignent la publicité exactement de cette distribution. Donc c'est quand même, il a beaucoup de pain sur la planche. Vous savez, moi, c'est un poste qui n'est pas du tout de repos, qui n'est pas un cadeau. C'est presque, dirons-nous, c'est un cadeau empoisonné. Moi, je suis partisan de la suppression du ministère de la Communication. Je suis pour que la corporation s'organise autour. On créera un CSA algérien, ou bien comme on l'a fait comme au temps du gouvernement Hamrouche, qui avait créé le Conseil de l'audiovisuel. Donc, c'est presque difficile pour quelqu'un de la corporation de gérer la corporation. C'est très difficile. Il y a les clivages idéologiques, il y a les besoins, il y a les attentes, il y a tout geste pourrait être interprété, décision on attend, c'est-à-dire que demain, vous avez parlé de la publicité étatique, c'est un gros problème. Certains ne comprennent pas la distribution, comment elle est faite, sur laquelle base. C'est un peu ça. Donc, est-ce que lui-même aura droit de regard sur cette publicité? Je ne sais pas. Est-ce que ça le dépasse? Est-ce que les problèmes des accréditations vont continuer à être gérés par le ministère ou ailleurs? Parce qu'il fut un temps, et nous avons tous vécu ça, que les accréditations ne se faisaient pas du tout, surtout pour ce qui concerne la presse étrangère, travailler pour les correspondants et tout. Ça ne se passait pas par le ministère. Maintenant, il paraît que ça a changé, que M. Msahel a réglé ça. Je ne sais pas. Mais attendons, laissons-le travailler. En plus, comme j'ai dit au début, c'est un gouvernement de transition. Donc je ne sais pas quel temps va-t-il rester. Peut-être qu'il sera ici pour 1 année, pour 2. Mais 6 mois, ça ne lui suffira pas. Il a besoin de temps. On lui souhaite beaucoup de chance à M. Green. Ouais. Donc, pour revenir au gouvernement, encore une fois, parce que c'est le sujet de débat ce soir, l'arrivée des Wali, 6 Wali quand même au gouvernement, dont M. Sellel. C'était un ancien Wali. Est-ce qu'il faut être en contact avec les citoyens? Est-ce que c'est par rapport à ça? Parce qu'ils ont toujours été proches des citoyens. Bien sûr, un Wali, de par son travail, il est censé être très proche au contact des besoins du citoyen. Est-ce que c'est ça qui a dicté cette logique de faire appel à 6 Wali? Ils sont 6? Corrigez-moi si je me trompe. Je crois que c'est dans la logique des choses. Ils sont quand même le gouvernement où
Et il est toujours dans la logique quand même de renouvellement du personnel. Donc il doit se donner du sang neuf au gouvernement. Et je pense que c'est dans la logique des choses d'appeler des wali, qui sont des commis de l'État quand même. Et c'est possible aussi que c'est un retour d'ascenseur pour services rendus ou parce qu'ils ont bien travaillé. Non, je crois surtout qu'on voudrait dans cette phase éviter au gouvernement, on voudrait que, c'est ma lecture, hein, on voudrait que le gouvernement travaille dans la sérénité loin des clivages politiques, c'est-à-dire parce qu'il va aller vers une refonte de la Constitution. Donc un gouvernement pratiquement non politique, non partisan, je crois que c'est dans ce sillage-là, dans cette optique-là. Elle n'est pas... si Wali, c'est de l'administration, comme tous les autres, c'est de l'administration. Maintenant, vous croyez que, comme Siam disait, que les Walis sont parce qu'on les a réunis, parce qu'on va les a choisis, parce qu'ils sont plus proches du citoyen. Rappelez-vous que Bouteflika lui-même avait dit qu'il était plus facile de rencontrer Poutine qu'un Wali. Voyez-vous, donc ce n'est pas forcément un paramètre pour un petit peu analyser ou bien juger le choix ou pas le choix des Walis. Je crois que on voulait plutôt un gouvernement issu de fonctionnaires pour éviter qu'il y ait au sein du gouvernement des luttes partisanes à l'approche de la Constitution. Il fallait retirer le gouvernement du débat politique. Pleine de surprises encore, ce gouvernement. Justement, il y a eu encore une autre surprise, c'est celle de l'arrivée des jeunes. Nous avons la plus jeune ministre qui a 35 ans, je pense, Madame Aïcha Tagabou. Tagabou, oui. Tagabou, bon, je le rappelle, elle est ministre déléguée au prix de la ministère du Tourisme et de l'Artisanat, chargée de l'artisanat. C'est quand même très emblématique de l'importance que vous, l'État, à la présence des jeunes, n'est-ce pas? Les jeunes et les femmes, bon, il y a aussi des vieux. Elle est jeune et c'est une femme. Il y a des vieux dans le gouvernement. Hein. On a de 30 ans jusqu'à, je crois, 78 ans. C'est Gaïd Salah. Maintenant, est-ce que l'idée était de faire en sorte de donner la chance aux jeunes? Je crois que c'est la compétence probablement qui doit primer. Moi, je le dis, c'est la compétence avant tout. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas de compétences avant parmi les jeunes. Il y a toujours eu des compétences parmi les jeunes, mais il n'y a jamais eu un ministre de 35 ans dans le gouvernement algérien. Oui, vous dites autrement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que la compétence prime, ce n'est pas l'âge. Oui. Voilà. Maintenant, il se trouve qu'elle est issue du grand Tamanana. C'est une tarki, c'est quelque chose de significatif que le gouvernement n'est pas algérois, ou bien de ceux qui vivent à Alger, ou bien que n'est pas l'extraction du club des pins ou du sérail. Donc il s'élargit. Donc on peut dire ça. Deux ministres, de responsables au sein des ministères, je crois que l'enjeu est là. Je crois qu'on voudrait donner au secteur du tourisme un coup de pouce ou bien le booster pour vous avez les énormes projets qui sont en cours. Nous avons au niveau de l'artisanat, comme au niveau des constructions des hôtels, et puis parce qu'on a besoin d'une économie de service. La promotion du tourisme, tout simplement. Oui, là, nous avons quand même 1200 km des côtes qui, je dirais, sont très mal exploitées. Oui, c'est pour ça qu'il faut créer une économie de service. Mais le service, là, c'est le grand problème. Oui. Mais une petite précision, Siam, c'est par rapport à cette question des jeunes. En fait, la difficulté de faire une bonne lecture de la composante de l'exécutif, c'est parce qu'on n'a pas encore un gouvernement qui est issu d'une majorité parlementaire, c'est-à-dire le fonctionnement institutionnel. On le disait au début de et l'émission. encore, voilà, on a un fonctionnement institutionnel qui ne permet pas encore l'émergence d'un gouvernement qui soit issu d'une majorité parlementaire. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours dans le fonctionnement qui prend en considération beaucoup de paramètres pour répondre aux uns et aux autres. Donc ce facteur jaune, ça peut être interprété comme étant une ouverture comme quoi on donne la chance aux jeunes. C'est possible aussi, il y a le dosage régional, malheureusement, on l'oublie assez souvent, mais on prend en considération ça. On ne fera jamais un gouvernement uniquement des gens du centre. Donc on doit prendre des gens de l'Est, du Sud. Donc souvent, il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en considération au-delà du fait que parce qu'il est jeune ou parce qu'il est compétent. Oui, c'est à peu près. C'est-à-dire que la formation actuelle, dans le cabinet actuel,
il reflète quelque chose d'inédit, comme je l'ai dit tout à l'heure, de par sa composante, et surtout le fait, comme vous l'avez si bien dit, c'est le fait qu'il n'est pas partisan, il n'est pas l'extraction de partis politiques rompus, les politiciens, parce que généralement, ce sont des militants, ce sont des gens qui ont affaire au dossier, et qui savent pertinemment gérer les étourdissants rouages du système, ils les connaissent, donc ils sont habitués au ministère. Probablement, nous avons vu qu'un ministre part d'un secteur, il va vers un autre, il a déjà l'expérience acquise. Là, on a projeté des gens qui n'ont pas exercé, qui n'ont jamais été à les part... 12, je pense, n'ont jamais exercé. Les 12, les 12 oui, qui n'ont pas exercé. Qui n'ont pas exercé. Non, même quand vous parlez de wali, un wali n'a pas exercé. Un wali, c'est quoi? C'est une administration, c'est un bureaucrate. Maintenant, quand on passe à un degré élevé qui est un ministère, c'est autre chose. C'est d'autres engagements, d'autres obligations, et ça change. Mm-hmm. Nous avons aussi un secteur aussi sensible que celui de la communication, qui est celui de l'éducation. Il y a eu beaucoup de remous ces derniers temps. Donc j'imagine que Mme Benrabrit aura gros à faire pour ce secteur, parce qu'il y a eu beaucoup de grèves depuis le début de l'année. Je pense que les élèves ont accusé beaucoup de retard. Nous sommes à moins d'un mois des examens de fin de cycle. Donc comment vous voyez tout cela? Baba Ahmed, à mon avis, il a payé justement pour sa gestion chaotique du secteur. Il n'a pas su un peu éteindre tous les incendies dans le secteur. C'est quelqu'un qui, enfin, selon nos informations, qui a fait le vide autour de lui au niveau du ministère. Donc il ne faisait pas vraiment consensus parmi les cadres du ministère. Et il y avait même des contradictions dans les déclarations, si je me souviens. Et sa gestion quand même dans ce dialogue avec les syndicats qui n'a pas été très très efficace. Et donc à mon avis, c'était pour les autorités, c'était urgent quand même de mettre quelqu'un qui va renouer les fils du dialogue avec les syndicats. Mais maintenant, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a une volonté aussi, parce qu'il a annoncé quand même qu'il y a des réformes, est-ce qu'il y a une volonté de donner à ce secteur, d'aller justement vers une réforme du secteur de l'éducation, parce que comme on l'a dit pour d'autres secteurs aussi, l'école a besoin d'une véritable réforme. Est-ce que le nouveau ministre est capable? Et c'est ça, à mon avis, son défi. Comme c'est quelqu'un qui est issu quand même du milieu universitaire, voilà. Donc j'imagine qu'elle a son idée un peu pour sortir ce secteur de je crois que le plus grand challenge qu'il attend, c'est bien évidemment le bac, les examens du bac. Parce qu'il y a eu quelque chose qui il ne faut pas accabler M. Baba Ahmed parce qu'il a hérité d'une situation. Donc lui aussi, tous ces mouvements de grève et de débrayage, ils étaient antérieurs à sa nomination. Donc lui, il a pris le terrain en marche, il encaisse. C'est-à-dire qu'il devait absorber, mais il ne l'a pas pu pour des raisons de temps peut-être, pour des raisons de règlement, de négociation, pour des raisons autres qu'on pourrait lui imputer personnellement. La seule chose probablement qu'on pourrait lui imputer, c'est le fait d'avoir annoncé qu'il pourrait y avoir une session de rattrapage de bac, alors que... Après, il s'est rétracté. Oui, après, probablement, c'est un petit peu, comment dirais-je, démobiliser ceux qui sont actuellement en train de passer leur bac. Il fallait le dire au début de l'année. C'est-à-dire que le secteur de l'éducation cette année, il a brillé par les grèves. Il y a aussi un grand phénomène dont la presse ne parle pas beaucoup, c'est le fait que beaucoup d'enseignants veulent partir en retraite anticipée et la CNAS refuse. Il y a beaucoup d'enseignants, ça crée ce qu'on appelle une hémorragie. Il y a une hémorragie, il y a ce qu'on appelle une démobilisation au sein. Vous parliez de réforme, je suis d'accord avec vous, à condition que ce ne soit pas des réformettes. C'est-à-dire qu'on règle un problème. On a eu déjà la commission Benzaro. Oui. Oui, voilà, donc il faudrait aller vers un travail de profondeur, c'est régler les problèmes de statut, régler les problèmes de salarial, en plus revenir à ce qu'on appelle des réformes. Il faut choisir le modèle d'enseignement qui pourrait... Actuellement, on est en train d'envoyer des experts algériens aux États-Unis pour voir quel programme ou quel modèle d'enseignement est-il adapté qui pourrait aider le secteur en Algérie. Donc, ce n'est pas simplement une question. Madame Benrabrit aura du pain sur la planche, probablement pour la question du bac, mais comme j'ai dit tout à l'heure, attention, on ne sait pas si elle va continuer, parce que réformer l'enseignement, ça demande beaucoup de temps. Ça demande tout d'abord de l'apaisement, c'est-à-dire régler les problèmes
récurrents, régler les problèmes en cours qui Répondre à sont l'urgence. syndicales. Hier, le SATEF avait transmis un communiqué à Madame la ministre, lui demandant de faire des réformes. Voilà, donc il faudrait que tout le secteur, tous les professionnels, les acteurs de l'enseignement doivent s'asseoir autour d'assises qui pourraient éventuellement faire partie de cette grand chantier de travail qui ne va pas se limiter simplement à la Constitution. Vous savez, bon, je reste sur le fait que la préparation des examens est la plus urgente pour le moment. C'est surtout, il faut rassurer les élèves quand même. Mais là, vous parliez, est-ce qu'ils auront le temps? Mais là, moi, je pense qu'un ministre, lorsqu'il est installé, il faut s'adresser à la personne morale, non pas à la personne physique. C'est-à-dire, si elle enclenche des réformes, après le prochain, même si elle n'est plus là dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, le prochain aura déjà... Les réformes doivent être dans l'agenda du gouvernement. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit dans l'agenda du gouvernement. Ce n'est pas une histoire de temps, parce qu'elle va enclencher un programme qui sera suivi par le prochain. Oui, une réforme doit faire partie du programme de l'exécutif. Pour le moment, il n'existe pas. C'est-à-dire que l'actuel exécutif est en train de terminer le programme déjà en cours du chef de l'État. Donc, ils ne peuvent pas, Madame Benrablit n'aura pas le temps de préparer une réforme pour la soumettre la soumettre au gouvernement. Ça, c'est autre chose. Et la réforme ne vient pas d'elle. Il faudrait que tous les professionnels, tous les cadres du ministère, tous les acteurs du secteur. Bien sûr, tous les acteurs, syndicats, professeurs, probablement parents d'élèves, qui vont débattre de ces réformes. Définir en plus, c'est un bien gros mot, réforme, il faudrait savoir quel type de réforme. Est-ce qu'on va réformer le cycle? Parce qu'actuellement, on est passé de 5 années au primaire à 6 années. Parfois, ce qu'on appelle les programmes sont trop changés. Donc, il faudrait définir tout d'abord où est le mal, quelle est la chose la plus... J'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas parler de réforme et s'attendre à des réformettes, des petites réformes. Non, parce que toute réforme, c'est le jeu de l'avenir. Et quand on te dit jeu de l'avenir, c'est l'avenir en jeu de nos enfants. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que la réforme par Madame Benrablit je ne pense pas qu'elle pourra le temps de proposer quelque chose de très grandiose ou de grand, elle n'aura pas le temps. Et ce n'est même pas dans le programme du gouvernement actuellement, probablement plus tard, si elle reste en poste. Oui. Ces ministres qui en chassent d'autres et qui viennent avec leur programme après le prochain, ils effacent tout, ils recommencent. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bien sûr, ce n'est pas normal dans un fonctionnement institutionnel. Parce que c'est un État. Mais bien sûr, ça se répercute un peu sur l'efficacité du travail, sur un peu la mise en œuvre des chantiers qu'ils entreprennent. Bon, mais c'est aussi ça la caractéristique, en tout cas, de nos institutions. Voilà, notre émission est terminée. Donc, un dernier mot, Monsieur Menassri, Monsieur Kébir, comme vous voulez. Monsieur Mansari. Mansari, pardon. Moi, ce qui m'intéresse en tant que journaliste, mon regard se dirige vers le ministère de la Communication. Donc, c'est là que mon véritable regard se dirigera vers le travail que fera M. Hamid Green. Et bien sûr, avec les nouveautés, comme il a souligné Karim, c'est l'audiovisuel, le champ médiatique. Il faudrait que tout ça soit régulé pour qu'on arrive à un secteur vraiment professionnel, compétitif, tel qu'il l'avait souhaité lors de sa prise de fonction. Hier. Moi, j'espère que le gouvernement il va prendre en considération, en tout cas, toutes les revendications sociales. Et puis, quand même, la situation n'est pas tout à fait rose qu'on le pense. Donc, j'espère qu'ils ont la conscience pour prendre à bras le corps tous les problèmes. Voilà. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Exceptionnellement, pour cette fois-ci, nous avons eu un seul sujet de débat qui était la formation du nouveau gouvernement. Je vous redonne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée ce soir et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.